Je pense que beaucoup de personnes vont arrêter de regarder la série après cet épisode. The Last of Us, saison 2, épisode 6. Comme chaque semaine critique de The Last of Us, je vais spoiler l'intégralité de l'épisode, mais je vais quand même faire une partie avec spoiler du jeu vidéo à la fin, je vous indiquerai à quel moment. Et je pense sincèrement que l'épisode de la semaine dernière avait beaucoup divisé, mais je pense que celui-ci va créer une vraie rupture au sein de la communauté de fans. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description alcanté épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, vous avez de très bons films sur Netflix comme Je suis toujours là, par exemple, mais aussi Paddington au Pérou ou encore La chambre d'à côté. Si vous voulez voir des films comme Conclave, il faut aller sur Amazon Prime Video. Sur Disney+, vous allez avoir accès à des films comme Captain America Brave New World qui sera disponible à la fin du mois, mais aussi Un parfait inconnu déjà disponible ou encore Mufasa. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount et si vous avez Paramount via MyCanal, connectez-vous à l'application Paramount avec votre compte Canal. Et vous avez accès à des films comme Gladiator 2, vous avez accès à des films comme Sonic 3 ou Better Man. Sur HBO Max, parce que oui, le nom a encore changé, si vous avez accès à HBO Max avec Canal, la même chose. Vous allez sur l'application HBO directement et vous avez accès à plein de films dès la fin du mois aussi, comme Mickey 17, The Brutalist est déjà disponible, Queer est excellent et Companion sont déjà disponibles aussi. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Suffit de prendre un pays où c'est moins cher de l'Union Européenne parce que c'est plus simple d'après moi, comme la Roumanie et la Bulgarie. Ensuite, vous changez. Il y a encore des tutoriels qui vous disent comment faire et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, alcanté épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque semaine, HBO publie un podcast avec Troy Baker. Troy Baker, c'est celui qui interprète Joel dans les jeux vidéo, avec Craig Mazin, donc le showrunner de la série, et Neil Druckmann, le créateur de jeux vidéo. C'est un podcast que moi j'écoute après avoir fait ma critique, parce qu'ils disent des choses dans le podcast qui, je pense, pourraient influencer ma manière de voir les choses concernant l'épisode. Donc j'écoute à chaque fois après. Et c'est vrai que l'épisode de cette semaine, du coup, je ne l'ai pas encore écouté, mais j'ai écouté celui de la semaine dernière, et il y avait plein de gens qui disaient, à juste titre, qu'en fait, Craig Mazin ne comprend pas le jeu vidéo, il est complètement à côté de la plaque vu l'épisode qu'il nous a pondu la semaine dernière. Mais en écoutant le podcast, le mec comprend le jeu vidéo, le mec est tout à fait au courant des thématiques, de ce que raconte le jeu vidéo et juste qu'au fait c'est mal adapté, d'après moi, cette saison 2. J'en ferai une vidéo spéciale dédiée à la saison 2, vraiment on va faire un résumé dès la semaine prochaine après le final, mais pour ceux qui se disent que ouais, Craig Mazin comprend rien et tout, je pense qu'il comprend. Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes, ou des problèmes d'écriture, ou des problèmes de choix scénaristiques avec lui, Neil Druckmann, ou peut-être HBO qui ont commencé à forcer dessus. Peut-être HBO pour la première saison, ils étaient en mode « Ouais, on va voir ce que ça donne, on va investir, mais on va laisser faire, on va voir ce que ça donne. » Énorme succès de la saison 1. HBO, vous le savez, a un peu changé de stratégie ces dernières années, et peut-être là, HBO, c'était un peu plus sur la série. Et peut-être ils ont voulu peut-être un peu plus changer. Je n'en sais rien, mais c'est que Craig Mazin, bizarrement, il comprend parfaitement le jeu vidéo, et ça s'est prouvé dans le podcast. En fait, vous pouvez aller vérifier, écouter les 6 podcasts qui existent pour l'instant. Ils ont fait ça pour la saison 1 aussi à l'époque pour le coup. Donc c'est très particulier. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est l'épisode 6 qui est peut-être le plus important de la série. En tout cas de la saison c'est sûr, mais peut-être de la série, je vous dirais. Il est réalisé par Neil Druckmann, donc le créateur des jeux vidéo. Mais est-ce que c'est bien? Je vais commencer avec une chose qui est positive, c'est que j'aime beaucoup lorsque The Last of Us commence avec un cold open. Vous savez les cold open, en gros c'est la scène avant le générique. Et à chaque fois il rajoute des choses qui sont intéressantes. La saison 1 avait 2 cold open qui étaient super mémorables, qui étaient bien faits. Et là je trouve que rajouter cette scène avec Tony Dalton, super acteur que j'adore, qui apparaît comme ça m'a de une surpris. Mais c'est intéressant parce que de une c'est pas dans le jeu. Et surtout j'aime bien quand la série fait ça parce que ça permet de créer un peu plus de développement par rapport au personnage, par rapport au monde, par rapport à plein de choses. Et là ce qui est intéressant par rapport à cette scène là, c'est que du coup tu apprends que Joel et Tommy sont battus par leur père. C'est qu'ils ont toujours, on va dire, créé une fratrie solide entre eux afin de pouvoir se protéger. Et ils se la jouent un peu ado rebelle aussi. Il achetait de la bœuf, il se battait, des choses comme ça. Donc il y a un truc où
voilà, il ressemble un peu à Ellie qu'on a aujourd'hui dans la saison 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le père de ces deux enfants-là les battait. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est trop explicatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette scène-là comme ça. Moi, ça me dérange pas qu'il rajoute des choses par rapport à Joel et Tommy. Je sais pas si c'est dans le jeu vidéo, ça pour le coup, j'ai aucun souvenir d'une phrase ou d'un moment qui expliquait qu'en fait, Joel était battu par son père et qu'il vivait dans une famille difficile. Je n'ai aucun souvenir de ça, vraiment. C'est pas comme ça que j'imaginais Joel, donc peut-être c'est juste rajouté tout court. Peut-être pour ceux qui se rappellent très bien du jeu vidéo pourraient me confirmer que c'est dans le jeu vidéo. Mais en tout cas, cette cinématique-là n'existe pas dans le jeu vidéo, entre guillemets cinématique, hein. Mais là, elle existe. Et je pense que c'est intéressant, c'est un choix qui est pertinent parce que ça parle du cycle, évidemment, de la violence qui sera perpétuée ou pas via Ellie et Joel adultes. Mais moi, ça m'énerve parce que si t'enlevais la phrase de lui qui dit « je vous bats », genre littéralement, ça serait ok. Genre la scène serait meilleure, la scène serait plus subtile, plus intelligente, le regard suffit. Genre l'acting suffit. Mais non, ils ont acheté cette phrase genre I hit you sometimes. Genre pas besoin de cette phrase. Genre honnêtement, c'est tellement mise en scène, acté et tout, que t'as pas besoin de cette petite phrase qui est surexplicative. Et ça, cette saison 2 m'énerve parce que le fait tout le temps. Elle nous prend pour des débiles cette saison 2. C'est ça la vérité. À chaque fois qu'il y a un truc qui est un peu subtil, bim, une phrase explicative. Et ça m'énerve parce que en vrai, c'est une bonne scène, je trouve, hein, qu'on soit d'accord avec pas le développement de personnage de Joel, les changements par rapport au jeu, c'est pas important. En réalité, je trouve que c'est une bonne scène, ça rajoute du contexte et c'est thématiquement approprié pour la série. Mais le fait que ça explique, moi, ça m'énerve encore et toujours et je trouve que c'est hyper frustrant d'avoir une série qui, si elle enlevait toutes les lignes de dialogue explicatives, aurait le même impact. Parce que la mise en scène, en réalité, suffit. Genre, le regard, ici, il suffit. On voit que le mec ne veut pas frapper ses enfants, mais qu'il le fait quand même parce que, je sais pas, il y a un truc peut-être de cycle que ses parents le frappaient lui aussi. Il y a tout un truc par rapport à ça. Et il n'y avait pas besoin de ces phrases-là. Et je trouve ça un peu dommage. Et tu comprends que c'est un père qui ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas être un père comme Joel en tant qu'adulte maintenant. Et ce qui est hyper intéressant, qui est plus subtil, enfin plus ou moins subtil, c'est la montre. C'est la montre de son père. Et je trouve ça touchant et intéressant pour le coup. Et c'est bien parce qu'on la revoit dans cet épisode, mais cette fois-ci cassée, qui symbolise plein de choses, on l'a dit plein de fois dans chaque épisode. Mais ça, c'est cool. Donc, je suis un peu déçu par le manque de subtilité, mais en même temps, il y a des choix comme ça que je trouve intelligents, que j'aime bien, qui sont pas mal. C'est comme aussi le retour de Joel au générique qui a été supprimé de pas mal d'épisodes. Là, il est de retour pour probablement la dernière fois. Parce qu'on comprend qu'en fait, cet épisode-là sera l'épisode réunion de tous les flashbacks du jeu vidéo. Pour le coup, on le comprend assez vite, je trouve. Et il y a plein de choses que j'aime bien, pour le coup. Le fait que Seth soit sympathique, qui collabore, on va dire, avec Joel pour faire un cadeau d'anniversaire à Eli, non pas Ellie, parce que voilà, il fait une faute. Je trouve ça mignon. En plus de ça, en fait, Joel lui fait peut-être un peu confiance, à la fois il se méfie un petit peu, parce que lui aussi était un ancien flic, comme le père de Joel. Du coup, il y a un truc intéressant par rapport à ça, d'après moi. Mais c'est toute la thématique de cet épisode-là, hein. C'est comment être un père, tu vois, qui prend son temps pour organiser l'anniversaire à Ellie, un gâteau, la guitare, voilà, il prend vraiment un temps minutieux pour organiser tout ça, pour être un bon père de famille, parce que c'est important pour lui aujourd'hui. Il a changé, il a envie d'être cette figure paternelle, je pense, qui réussit, qui ne perpétue pas le cycle de la violence, et il sait pas quoi faire justement quand la personne qu'il aime s'auto-mutile, hein. Pour le coup, c'est elle qui se fait du mal pour cacher sa cicatrice et en créer une autre à la place, hein, parce qu'elle a envie de porter des manches courtes, elle le dit elle-même, mais il sait pas comment réagir à ça. Il a du mal avec ce genre de choses, et ça, on peut dresser des parallèles avec quelqu'un qui se mutile par rapport à, je sais pas, la dépression, des choses comme ça, mais en tout cas, en tant que père, c'est un défi pour lui, et il essaie de faire le meilleur travail possible, parce que c'est la thématique de cet épisode-là, et la thématique de la série. Et je trouve qu'encore une fois, en fait, ils ont une bonne alchimie. Voilà, Ellie est encore plus une enfant, elle a 16 ans, et ils rigolent bien tous les deux. Il y a une vraie ambiance qui est réussie, je trouve. Joel qui chante Future Days de Pearl Jam, les paroles sont en lien direct avec la situation. Il chante mal, mais c'est un peu le but, et ça crée un beau moment doux, unique entre les deux. L'alchimie, encore une fois, est réussie. L'ambiance est réussie, vraiment. Et c'est là que The Last of Us est fort. C'est ces moments-là de douceur, de bonté entre les deux. C'est ces moments-là où ils arrivent à se partager quelque chose, avoir une vraie transmission, une sorte de vrai héritage entre les deux. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je trouve que cet épisode-là, pour ça, il est vraiment réussi. Mine de rien, l'aventure entre les deux, tu sais pas s'ils vont à l'aventure pour lui faire un cadeau. À ce moment-là, si t'as pas fait le jeu vidéo, il y a un peu de doute, de blague. Joel qui pense qu'il y a un truc entre elle et Jessie. Bon, c'est un peu rigolo. C'est des choses qui sont prises plan pour plan, hein, d'ailleurs, hein, du jeu vidéo. Donc, je vais pas lui donner des points d'originalité. Mais ça rend bien dans la série. Je trouve qu'ils font un bon travail de mise en scène. Voilà, la reconstruction est assez géniale. Je trouve que ce soit absolument tout. Hein. Le dinosaure, par exemple, il y a un vrai moment touchant par rapport à ça, parce que dans le jeu vidéo, en plus, là, c'est optionnel. Hein. Tu peux ou pas monter sur le dinosaure, mais tu as un succès en plus si tu montes dessus. Ils ont créé plein de petits moments comme ça, qui sont repris, certes, du jeu vidéo, encore une fois, vraiment ligne par ligne, plan par plan, c'est quasiment la même chose.
Mais je trouve que ça marche bien. Parce que, au fait, ce qui marche bien dans la série, c'est l'alchimie entre les deux. Les visuels sont géniaux. Ils ont toujours eu un budget colossal de Last of Us. Mais là, la production, la photo, c'est bien pour le coup. Ce qui est problématique dans The Last of Us dans cette saison 2, c'est l'écriture. C'est ça le souci. C'est ça le vrai problème et ça qui est un peu dommage. Mais tous ces moments-là, évidemment, avec le cadeau sur le dinosaure, le planétarium où lui-même a mis de la graisse ou de l'huile ou peu importe sur les planètes et les rouages pour que ça fonctionne. C'est hyper touchant, tu vois, que c'est un bel adieu au personnage de Joel qui est fait ici, et c'est ça qui est bien d'après moi, c'est l'effort qu'il fait, et ça montre évidemment encore une fois ce que faisait l'humanité avant l'apocalypse, ce lien de l'humanité qui était peut-être entre guillemets ensemble, qui travaillait pour un objectif qui était hors sol littéralement, voilà, le fait d'aller dans les étoiles, la lune et des choses comme ça, donc il y a plein de moments comme ça que je trouve assez géniaux, le moment évidemment dans la fusée, je trouve qu'ils l'ont hyper bien reconstitué, hein, c'est quasiment le même, encore une fois, elle s'imagine tout ça, le mixage son, la lumière, c'est hyper bien fait. Dans un jeu vidéo, c'est facile à faire, mais dans une série, c'est plus dur à faire ce genre de choses. Non, franchement, il n'y a rien à dire, c'est top. Mais ce qui est intéressant, c'est pas elle qui rêve pendant un moment, qui pense être autre part. Ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est le regard de Joel sur elle. Il a l'impression d'avoir réussi. Il est fier, il est heureux. Et c'est un super moment. Mais encore une fois, les plus grands moments de The Last of Us sont généralement les moments qui prennent du jeu vidéo. Il y a des exceptions, on l'a vu dans la saison 1, mais généralement, c'est les meilleurs moments parce que ces moments-là, dans les jeux vidéo, étaient géniaux. Et là, c'est génial aussi. Et il y a plein de petites choses que j'aime beaucoup. Par exemple, là, quand cette scène se finit, ça se passe bien. Tu vois, les deux sont hyper heureux, Ellie, Joel et tout. Mais Ellie voit des lucioles, des fireflies, et du coup, elle se rappelle de ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on va dire, elle va commencer à se remettre en question, remettre en doute Joel, et c'est là que la série va changer un petit peu et que ça va devenir un peu plus cauchemardesque pour Ellie, parce que même si ça se passe bien, elle va vouloir un peu se rebeller par rapport à Joel. D'ailleurs, Joel, il a ce moment où il est un peu réac par rapport au tatouage, par rapport au fait que Ellie est homosexuelle, toutes ces choses-là. Il comprend pas trop, tu vois. Il voulait juste passer un moment avec sa petite fille, parce que dans sa tête, c'est encore une petite fille, Ellie, mais c'est là qu'il comprend qu'en fait, c'est une adulte, et commence à faire l'amour, elle commence à faire des choses d'adulte, en fait, tout simplement la drogue et tout, il le dit. Donc, il est un peu en mode réac pendant quelques secondes, parce que ça fait beaucoup de... Attends, il a tout pris dans la gueule, le pauvre. Drogue, sexe, alcool, tatouage, homosexualité, il a vraiment tout pris, il était pas prêt du tout, il sait pas gérer tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, même dans ces moments un peu surprenants pour lui, où il est pas prêt pour ça, c'est un Texan qui a pas l'habitude de ce genre de choses, en fait, il réagit bien au fur et à mesure. Parce que oui, elle fait sa crise d'ado, mais ça lui fait penser évidemment à son frère, comme il faisait sa crise d'ado lorsqu'il était jeune. C'est pour ça que je pense que la scène au début est intéressante et intelligente d'après moi, et il comprend, il veut même l'aider à bouger dans le garage, parce qu'il a besoin de son espace, et ils enchaînent les flashbacks comme ça, justement, par rapport à ce qui se passe. Et je trouve que voir un Joel qui est compréhensif, qui est un bon père, rend sa mort de plus en plus tragique au final. C'est ça qui est fascinant, je trouve, dans cet épisode-là, que je trouve fatalement assez réussi, mais qui va encore une fois diviser, on en parle dans quelques secondes. Mais encore une fois, ce qui m'énerve, c'est ça. C'est ce genre de séquence avec la psy. Parce que là, encore une fois, ils expliquent le scénario. Tu te dis deux choses. Là, bon, t'as le symbole avec le fameux Moff. Voilà, c'est exactement ça qui demande Joel pourquoi ce symbole, qu'est-ce que ça veut dire. Non, ça c'est un papillon, ça c'est autre chose. Bon, voilà, on a compris la différence, ça explique un peu le scénario, les thématiques et tout. Mais ce qui est important dans cette scène-là, c'est pas que ça explique le scénario d'après moi, c'est qu'en fait, Joel et Gail s'entendent bien. Parce que Gail ne travaille pas actuellement. Joel va quand même l'embêter, entre guillemets. Elle accepte de l'aider. Et en fait, ça va juste montrer que Joel est curieux, mais surtout que Gail et Joel s'entendaient très bien avant l'assassinat de Eugene. Et c'est ça qui est fort, c'est que tout se passait bien. Et c'est là le but de la série, d'après moi, pour cet épisode-là. Mais encore une fois, toutes les scènes comme ça explicatives, j'en ai un peu ras le cul, quoi. Alors, encore une fois, là, il y a l'excuse qu'en fait, le but de la scène, c'est la relation entre les deux, plus que, en réalité, l'explication. Mais à un moment, ils auraient peut-être trouvé un autre truc, je sais pas. Bref, peu importe, mais j'ai encore du mal. Pour moi, la psy, il est là pour expliquer le scénario, et c'est un peu dommage, et ça m'embête à chaque fois. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est que là, il y a donc Ellie qui prépare les questions à Joel. Elle a envie de poser plein de questions. Voilà, elle veut la vérité par rapport à ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 1. Et je trouve qu'encore une fois, c'est cool parce que ça nous met dans la tête de Ellie, et pour nous, les fans de jeux vidéo, on sait à quoi s'attendre, on sait dans quelle direction ça va aller. Et la série arrive à nous surprendre par rapport à ça, de manière négative d'après moi, mais on en parle dans quelques secondes. Et je trouve que tout cet ajout-là de la première patrouille qu'ils font ensemble, comment elle apprend, comment elle se sent prête, comment lui ne veut pas la voir grandir fatalement, mais il n'a pas le choix parce que voilà, c'est une adulte aujourd'hui, elle doit grandir, les beaux visuels de manière générale, les décors qu'ils ont trouvés sont top, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien fait, il y a une vraie tension par rapport à Eugene qui est mordu, ça crée une situation un peu nouvelle.
Joel face à quelqu'un qui doit mourir, Ellie n'a pas envie de voir cette personne mourir, il y a un vrai conflit qui est là, mais tu sais que ça finit mal parce que Gale l'a déjà dit dans cette saison, hein, que c'est Joel qui a tué Eugene, donc c'est une belle addition je trouve au jeu vidéo. Oui, le lac fait super faux, je sais pas s'il est vraiment faux parce qu'en fait ils ont tourné au Canada, hein, donc j'imagine que des lacs magnifiques comme ça au Canada il y en a plein, mais ça fait faux, je suis désolé, moi j'ai regardé ça plusieurs fois, je trouve que ça fait faux, je trouve que ça fait vraiment très décor. Bon, j'espère que ça a été fait pour de vrai, mais bon, d'un autre côté, si c'est fait pour de vrai et ça ressemble à ça, c'est un peu dommage, mais ça fait très studio à ce moment-là, d'après moi, et c'est décevant. Et vu l'éclairage, vu que tu aurais que quelques minutes pour filmer ça, c'est pas sûr qu'ils auraient pu le faire. Peu importe, je trouve que ça fait faux, que ce soit fait pour de vrai ou pas, je trouve que ça fait faux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'il voulait lui donner ses derniers mots, d'après Joel. Mais non, la réalité, c'est que c'est lui qui voulait entendre les derniers mots de Gale. Et Joel, il dit un truc que je trouve vraiment fort. Joel lui dit: si tu aimes quelqu'un, tu vois toujours son visage. Et là, il donne une mort qui est, je trouve, digne à Eugene, qui énerve évidemment Ellie, mais qui est digne. Et c'est un parallèle fort, parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu vois son visage. Mais Joel, lors de sa mort, il a littéralement vu le visage de Ellie. C'est le dernier visage que lui a vu. Du coup, ce parallèle est vraiment bien entre les deux personnages. Et ce que fait Joel, j'ai l'impression que Eugene le comprend. J'ai l'impression que Eugene lui en voudrait pas en réalité. Voilà, c'est compréhensible, il est d'accord avec la mort, t'as l'impression. Donc pour moi, ce passage-là est plutôt réussi. Et surtout, ce qui est bien, c'est la fracture entre les deux, quoi. C'est Joel qui a menti, Ellie qui lui fait plus du tout confiance, elle est pas prête à lui refaire confiance un jour. Voilà, il y a une vraie cassure, rupture ici qui est intéressante, qui est forte. Et tu dis, ok, là, ça va être la fameuse scène du jeu vidéo. Et en fait, non. Ce qui se passe après, c'est donc Joel qui va voir la psy, qui lui ment, Ellie qui lui dit la vérité pour se venger évidemment de Joel. Et ce qui est hyper intéressant dans cette scène, c'est qu'en fait, elle dit pas "you promised", parce que dans la scène d'avant, Joel dit "I promise". Non, elle dit "you swore". Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que swore, rappelez-vous, c'est ce que dit Joel à la fin de la saison 1. Il dit "I swear". Donc en fait, elle parle pas du tout de Eugene ici. Elle parle clairement de la fin de la saison 1. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fort. L'acting est génial dans les deux cas. Il y a une rupture légitime via cette scène que je trouve vraiment bien entre les personnages. Et tu comprends pourquoi, en fait, ici, ils ne pouvaient pas se blairer au début de la saison 2 au final. Donc c'est un bon flashback, du coup ça change complètement l'appréciation que tu as de la fête de la commune. Mais ce qui est fort, c'est que là, tu comprends que Joel était apprécié de tout le monde. Il y a vraiment les gens qui l'apprécient, c'est une figure importante de cette communauté, et ça donne un point de vue complètement différent sur ce qui va se passer ici. Il a le droit à ses derniers mots avec son frère, voilà. En plus, voilà, ça lui fait penser à ce qu'il a vécu au début avec lui qui protégeait son frère, et maintenant c'est son frère qui protège son fils. C'est le cycle éternel, mais cette fois-ci, il ne faut pas laisser la violence prendre le contrôle sur ce cycle et être un bon père et ne pas perpétuer cette violence sur ses enfants. C'est pas pour rien qu'il emmène et va protéger son fils de la violence que va infliger Joel, là où Joel ici va un petit peu échouer en imposant une certaine violence sur sa fille adoptive. Mais c'est une belle scène par rapport à ça, d'adieu, dernière discussion. Et justement là, il y a un truc intéressant par rapport à lui qui attaque Seth, c'est que premièrement, il attaque donc la personne qui fait du mal à sa fille adoptive, donc il est en mode père protecteur, il comprend pas ce qu'il y veut hein, pour le coup, mais c'est qu'il attaque son père en réalité, parce que Seth était un ancien flic, donc il y a le truc où c'est un ancien flic, ils étaient potentiellement amis avant, et il attaque quand même. C'est ça qui est fort, c'est que tu vois aussi que ce qui se passe avec Ellie l'a impacté. Donc émotionnellement, peut-être il n'aurait pas fait ça. Oui, là, c'est un peu le Joel du passé qui revient, le Joel violent. Donc je trouve que c'est une bonne scène avec un nouveau point de vue qui est réussi. Et même le point de vue de Ellie, là, tu le comprends. Parce qu'elle avait clairement pas besoin de son aide et qu'il s'en sortait bien et qu'elle voulait moins de Joel dans sa vie ici. Donc ils ont fait un lien qui est vraiment bien et intelligent. Pour moi, c'est top de ce point de vue-là. Mais là, en tant que joueur, tu te poses quand même une question. Tu te dis, ok, est-ce que l'épisode va s'arrêter là? Parce qu'en vrai, c'est une bonne fin d'épisode. Mais non, en fait, l'épisode va aller un peu plus loin que ça. Et je vais rester sans spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo. Mais c'est fini avec cette scène ici, devant la maison. La scène potentiellement la plus culte du jeu vidéo, que ce soit des deux jeux de manière générale. Et c'est une scène que je ne m'attendais pas à voir aussi vite, honnêtement. Mais elle est là pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que c'est une scène qui mélange bien deux scènes du jeu vidéo pour le coup. C'est ça qui est d'après moi assez intéressant, que ça va prendre deux scènes
voilà, on va dire un peu culte, va le mélanger en une. C'est d'après moi assez réussi, je trouve, que ce soit voilà, de la mise en scène, que ce soit de l'enjeu qu'il y a là, l'enjeu émotionnel de manière générale, l'acting qui est au top pour les deux acteurs, vraiment bien, rien à redire, il fallait réussir cette scène et d'après moi ils l'ont réussi, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils parlent de plusieurs choses ici. Ils commencent comme dans le jeu vidéo, hein, ils vont commencer à parler de Dina qui apparemment, évidemment, est potentiellement l'amie, la petite amie, on ne sait pas encore, hein, pour l'instant en tout cas du point de vue de Joel, de Ellie. Ellie qui se sent évidemment trahie, elle demande de savoir la vérité, elle dit que son but a été anéanti parce que le but de Ellie, d'après elle, c'était le vaccin, c'était d'exister, de sauver l'humanité. Donc forcément, elle se sent coupable, elle se sent mal par rapport à ça et c'est, je pense, compréhensible. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Joel. Parce que Joel dit, comme dans le jeu vidéo d'ailleurs, je l'aurais refait. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais sans problème. Mais il a rajouté un truc que je trouve assez fort et intéressant, c'est qu'il dit « I love you », donc je t'aime, et il dit qu'il aimerait qu'elle fasse mieux que lui. Donc il a envie de casser ce cycle parce que là, il a l'impression qu'il a échoué. Il a vraiment l'impression qu'en tant que père, il a échoué et qu'il a répété les mêmes erreurs que son père à lui. À ce moment-là, c'est ça qu'il ressent vraiment pour le coup. Là, le fait qu'il ait rajouté le « je t'aime », je pense qu'il est fort parce qu'on a l'impression que Neil Druckmann veut corriger une sorte de scène et regrette peut-être de n'avoir jamais rajouté « je t'aime » dans le jeu vidéo. Et là, je trouve ça bien, l'acting est top, il parle du fait que quand elle aura des enfants si elle le veut. Je trouve ça vraiment bien. En plus, là, Ellie, elle est prête à la pardonner. Bon, on sait que c'est impossible évidemment, mais je trouve ça vraiment cool. La scène marche en tant que série. Objectivement moins bien que le jeu vidéo, on en parle dans quelques minutes, mais ça marche bien. Pour une série, c'est top, c'est l'accomplissement de je sais pas combien d'épisodes, c'est la fin d'un arc narratif, et c'est la fin, en fait, de Pedro Pascal dans la série. C'est ça la vérité, hein. Je pense que là, c'est le meilleur épisode de la série, tout était nickel, bien mis en scène, bien joué, il y avait les enjeux émotionnels, il y avait tout, en fait. C'était un très bon épisode, je trouve, de série. Cependant, c'est vrai que lorsque tu as le jeu vidéo en tête, c'est une trahison totale. C'est genre un massacre, une hérésie totale, c'est n'importe quoi. Cependant, je pense qu'il y a une raison spécifique à ça. La raison est Pedro Pascal. Je dis pas qu'il voudrait pas revenir pour une saison 3, hein. Je dis juste que là, c'est la fin. Je pense vraiment que là, c'est la fin, c'est fini, il reviendra pas, son arc est complété. Ils ont fait tous les flashbacks en théorie du jeu vidéo, là, c'est fini. J'ai vu du coup le making of pour préparer un peu cette vidéo tout de même, et il fait ses adieux au casting, il dit au revoir à tout le monde et tout. Voilà, c'est la fin, je pense que c'est volontaire, il reviendra pas. Voilà, là, il va essayer de choper son Emmy Award pour cette scène-là, et ensuite, il reviendra pas, je pense que c'est terminé, la série va continuer sans Joel à partir de là. Je suis pas spécialement fan, j'en parle dans quelques minutes, encore une fois, mais voilà, la scène était bien. Et c'est ça qui va être dur, je pense que pour beaucoup qui ont fait le jeu vidéo, c'est qu'en tant que série, genre objectivement, je pense que c'est un bon, voire très bon épisode. Quand tu connais le jeu vidéo, c'est peut-être le plus gros bordel que tu puisses imaginer concernant The Last of Us. Et d'ailleurs, j'ai un peu peur pour la semaine prochaine, pour le coup aussi. La saison 2 me fait peur aussi par rapport à sa fin. La saison 3 me fait très peur aussi. Là, je pensais que ça allait être Abby qu'on allait voir, mais en fait, non, c'est Ellie qui retourne au théâtre pour revivre sa vie comme si elle a vécu de mémoire son flashback et qui retourne à l'apocalypse, entre guillemets. Donc, c'était un peu compliqué cet épisode-là, que je trouve très bien. Mais il faut parler du jeu vidéo, du coup je vais vous laisser quelques secondes parce que je vais commencer à spoiler le jeu vidéo. Encore une fois, bon épisode, vraie trahison pour le jeu vidéo, on en parle dans 3, 2, 1, je spoil. Est-ce que c'est Lev qu'on voit ici ou est-ce que c'est l'un des enfants qu'on a vu au début de la saison? J'arrive pas à m'en rendre compte, mais j'imagine que c'est pas Lev parce que du coup il n'y a pas le casting encore pour Lev, mais ça fait penser un peu à Lev, mais encore une fois ça sera genre la secte, les enfants, un peu la prophétie. Ils vont la jouer, voilà, scène d'action, je pense vraiment beaucoup, épisode d'action et de manière générale. Ça me fait un peu peur parce que le délire action dans The Last of Us, c'est ce qui m'a toujours le moins intéressé. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'émotion. Joel, Ellie, Dina, Abby, tout ça. Là, le délire full action, et je dis pas, hein, il y a de l'action dans le jeu vidéo, hein, bien sûr, évidemment, mais c'est ce qui m'intéresse le moins dans la série, et justement, c'est ce que j'aime le moins, je pense, dans cette saison 2, c'est qu'il y a trop d'action et moins de moments émouvants et de narration réussie. Mais en tout cas, ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que la semaine prochaine, comme je l'avais dit il y a 2 ans, hein, c'est pas pour dire je vous l'avais dit, hein, mais c'était sûr que la saison 2 allait se finir sur un cliffhanger du théâtre. Et ça m'agace un petit peu, parce que déjà, Jesse, il est en train de dire dans la preview de l'épisode de la semaine prochaine, je compte pas mourir ici, et on sait que genre, littéralement, il meurt ici. C'est littéralement là qu'il va crever, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que je trouve qu'on mérite pas ce moment-là. Il y a toute une séquence, normalement, avant, où Ellie tue des gens avant la séquence du théâtre. Et je pense qu'ils ont caché peut-être potentiellement toute l'armée des Wolves qui va
à Jackson, ou c'est Fedora qui va à Jackson, je sais plus, parce que vous savez, il y a toute une armée à la fin de l'épisode qui devait aller quelque part. Est-ce que ça va à Jackson? Est-ce que ça va se battre contre les Scars, Seraphite, peu importe comment vous voulez les appeler? Donc j'ai un petit peu peur de cet épisode-là. On en parlera la semaine prochaine, évidemment, et je vous ferai une vidéo bonus, entre guillemets, par rapport à cette saison 2. Je sais pas ce qui se passe par rapport à Dina, je pense que là, ils enlèvent la flèche de sa jambe, mais ça m'inquiète un petit peu, parce que même Dina, je pense qu'ils sont pas en train de faire exactement la même chose que dans le jeu vidéo. D'ailleurs, ça fait penser un peu à Alien Romulus, hein, vu que c'est la même actrice. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que même si ça m'inquiète, on voit enfin le bateau. Peut-être ils ont du coup bougé la scène du bateau du jeu vidéo de la saison 2 à la saison 3. Je pense que là, c'est une fin de série, hein, pour le coup. Enfin, fin de saison plutôt. Je pense que ça va s'arrêter là, ça va passer à autre chose. Moi, ce qui m'a quand même pas mal surpris, c'est ce qui s'est passé par rapport au jeu vidéo. Donc, grosso modo, vous le savez pour ceux qui ont fait le jeu vidéo, il y a 2 scènes qui ont été mélangées en une dans la série. Il y a cette fameuse scène, c'est la scène de confrontation entre Joel et Ellie qui arrive au milieu du jeu. Genre, c'est grosso modo, si ma mémoire est bonne, hein, juste avant que tu incarnes Abby pendant le reste du jeu. Et c'est une scène qui est intéressante parce que du coup, là, elle donne un ultimatum, hein, à Joel. Elle dit, écoute, si tu ne me dis pas la vérité, je ne reviens pas avec toi à Jackson. Et ensuite, elle dit, we're done. Nous, c'est fini. Dans la série, elle dit, si tu ne dis pas la vérité, we're done. Ce qui n'a pas le même impact, parce que si dans le jeu vidéo, elle dit, peu importe si il dit la vérité ou pas, c'est fini. Là, dans la série, c'est si il dit la vérité, il y a une chance que ce soit pas fini. Donc en fait, ils ont enlevé tout un moment de tension où il y avait cet ultimatum qui marche plus, en fait, ici. Et c'est un peu dommage. Et c'est au milieu du jeu, ça, en théorie. Donc là, normalement, ça aurait dû être le cliffhanger de la saison 2 et ensuite qu'on revoit Joel en saison 3. Je comprends pas ce choix, pour le coup, mais je pense que le choix, c'est Pedro Pascal, hein. Je veux dire, il voulait pas le faire revenir pour un épisode dans une saison. Je pense que c'est juste ça, hein. Il n'y a pas d'autre explication mis à part ça. Parce que cette scène-là est très bien. Ils auraient très bien pu la refaire juste après Eugene et avoir une sorte de cliffhanger de relation entre les deux. Et ça aurait été nickel. Et ensuite, tu fais la fameuse scène devant la maison à la fin de la saison 3. Pour moi, ça aurait été plus logique. Ça aurait marché. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix scénaristique et tout. Mais c'est un tournant majeur ici dans le jeu vidéo. Ça change énormément de choses et ça te laisse en suspens pendant 10 heures de jeu, quoi. Parce que tu sais pas comment cette relation-là c'est fini. Il manque un truc. Là, on t'a tout donné d'un coup, ce que je trouve un peu regrettable, un peu bête, un peu malheureux d'après moi. Et surtout qu'en fait, ça gâche aussi pas mal de choses, parce que là elle est en pleurs, hein. Là c'est fini, elle et Joel c'est terminé, mais il n'y a pas ça dans la série. Elle et Joel auraient dû vraiment se briser. Là dans le jeu, la relation est brisée pendant un long moment pour toi en tant que joueur. Là dans la série, il n'y a pas de rupture, une vraie rupture pendant un long moment, donc c'est un peu dommage d'après moi. Ça aurait été mieux s'ils avaient gardé ça tel quel, hein. Je veux dire, la série aurait pu prendre plan par plan cette scène, les mêmes dialogues et tout, ça aurait été génial en réalité. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont préféré aller dans une autre direction que je trouve personnellement malheureuse. Et je trouve sincèrement que c'est une vraie trahison par rapport aux jeux vidéo, parce que cette scène-là était géniale. Et l'adapter comme ils l'ont fait, genre à la fin de Eugene, tu mets cette scène, ça passe crème pour le coup. Ça passe vraiment bien avec quelques ajouts qu'ils ont fait par rapport à la série. Mais la scène ici, pour moi, a encore moins d'impact. Parce que ça, forcément, c'est la scène de fin du jeu vidéo. C'est genre comme ça que le jeu se finit plus ou moins, quoi. Je crois qu'il y a encore 1 ou 2 plans après. Mais là, en gros, tu vis tout ça après les 25 heures de jeu. Genre, après avoir fait tout le jeu, après avoir fait les choses qui se passent à la fin du jeu vidéo, tu vis cette scène. Tu vis cette scène où il reparle de Dina, le fait que la vie de Ellie compte et de ces choses-là, le fait qu'il allait refaire la même chose que la fin du jeu vidéo. Bon, c'est un peu le même dialogue que dans la série, mais sauf qu'ils ont rajouté évidemment la confrontation d'avant dans la série. Du coup, ça fait encore plus de choses dans la série. Là, c'est simple. Il parle d'un truc et elle est prête à lui pardonner. Mais c'est logique parce que toi, t'as vécu 10 heures de plus, donc il y a le temps qui est passé. Donc toi, comme Ellie, entre guillemets, t'es prête à pardonner Joel parce qu'entre cette scène-là et la scène d'avant, il y a quelques temps quand même. Donc là, le fait qu'elle soit prête à pardonner Joel dans la série aussi rapidement, ça n'a pas le même impact, ça marche beaucoup moins bien. Genre, objectivement, pour une série, ça fonctionne, mais ça fonctionne beaucoup moins bien que dans le jeu vidéo, et c'est ça qui est vraiment dommage. En plus, là, vu qu'il parle de Dina, ce qui est fort, c'est qu'avec Dina, tu sais que la relation est foutue à ce stade. La relation entre les deux ne marche plus, parce que Dina est partie, voilà, la vengeance avec Abby a eu lieu, et là, Joel parle aussi du cycle de la vengeance un petit peu, et elle a abandonné le cycle de la vengeance après avoir traqué Abby pendant des jours et des jours. Enfin, c'est tout un bordel, même des mois, je crois, je sais plus c'est à quel moment, bref, peu importe, mais ça marche pas dans la série par rapport à ça. Là, honnêtement, je comprends pas parce qu'en vrai, t'aurais très bien pu mettre ça à la fin de la saison 3, après la confrontation entre Abby et Ellie, après que Dina soit partie et tout, et ça aurait marché du tonnerre. Vraiment. Ce qui est fort dans cette scène-là, c'est qu'elle a lieu à la fin du jeu. Donc t'as vécu des choses, t'es dans la même situation que Ellie, il y a une sorte d'ironie par rapport à Dina, par rapport à Abby, par rapport à la vengeance et tout. C'est la dernière fois que tu vois Joel du jeu vidéo, et c'est la fin.
Donc en fait, il conclut l'arc narratif Joel et Ellie qui a été commencé dans le premier jeu vidéo à la fin du deuxième jeu vidéo. Là, il conclut l'arc narratif de Joel et Ellie, genre dans le avant-dernier épisode de la saison 2 de la série. Moi, je trouve, hein, sincèrement, et je suis le genre de personne à dire, encore une fois, c'est une adaptation, ils prennent des libertés, et je trouve l'épisode qui est sorti bien pour le coup. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que la semaine dernière, les gens ont dit, ouais, t'aimes pas la série, avoue-le. J'aime bien la série. Je trouve que c'est un downgrade par rapport à la saison 1 qui est évident, parce que moi, la saison 1, j'avais adoré. Là, c'est un downgrade d'écriture, que ce soit une adaptation ou pas, que ce soit un jeu vidéo ou pas, c'est un downgrade. Là, l'épisode 6 d'aujourd'hui marche bien, mais quand t'as ça en tête, tu demandes vraiment pourquoi ce choix. Parce que ça, c'était facile à adapter. Il y avait le moment dans la série pour l'adapter convenablement. Est-ce que c'est pas juste logistique? Est-ce que c'est pas juste Pedro Pascal, c'est fini, passe à autre chose, il est occupé, il va faire des films maintenant? Pourquoi ce choix? Je vais écouter le podcast, hein, je vais voir les explications. Mais là, à chaud, hein, je vous donne mon avis sur l'épisode, sur ce qui s'est passé. Je vous referai un résumé du podcast la semaine prochaine. Peut-être le podcast, j'essaierai d'écouter le dernier pour la semaine prochaine, ou je verrai comment je vais faire. Mais en tout cas, voilà, je suis évidemment déçu par ça et je pense que le jeu vidéo l'a beaucoup mieux fait. Et la série, pour le coup, aurait dû faire pareil parce que d'après moi, c'était carrément faisable. C'est le genre de choix narratif que je ne comprends pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.